Je m'appelle Dana Whitlier. Il y a 3 mois, mon père m'a dit que mes idées étaient une plaisanterie. Aujourd'hui, je lui ai remis un magazine culinaire sur papier glacé avec mon visage en couverture et je lui ai dit, voici la confiture que tu qualifiais de tour de fête foraine. Puis je suis parti, tandis que ma sœur Ashley s'empressait d'éteindre le fourneau de l'usine avant qu'il ne déborde à nouveau. Dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Car si vous avez déjà dû prouver votre valeur aux personnes qui étaient censées croire en vous les premières, alors cette histoire est pour vous. Il était 7h12 à Asheville, en Caroline du Nord, et la cuisine était déjà chargée de l'odeur des fruits en ébullition et de la vapeur. Les murs de notre usine de confiture familiale étaient couverts de vieilles étiquettes, comme une leçon d'histoire que personne n'avait demandé. Mes mains tremblaient légèrement alors que je posais le petit pot en verre sur le comptoir, en veillant à ce que la vapeur n'embrouille pas la clarté. Hibiscus et cerise, mon mélange le plus audacieux à ce jour. Un ruban rubis profond miroitait à la lumière. Goûte, tout simplement, dis-je en faisant glisser une cuillère de dégustation sur la table en métal poudré de farine. C'est sucré au début, puis on sent le floral juste à la fin. Mon père, Everett Whitley, un homme dont le visage pouvait faire tourner une pêche mûre, leva à peine les yeux de son registre de commande. Ses sourcils gris se haussèrent, peu impressionné, avant qu'il ne ricane sans même goûter. Assez de tes expériences ridicules, Dana. Nous dirigeons une entreprise, pas un carnaval. Les mots tombèrent comme une gifle, vifs et sonores dans le cliquetis feutré des préparatifs du matin. Ma mère, Teresa, baissa les yeux vers le sol. Ashley, ma petite sœur de 10 ans, ma cadette et fraîchement diplômée du lycée, étouffa un rire. Ce n'est pas une plaisanterie, papa, dis-je, la voix tendue. C'est une innovation. Cette saveur va dérouter les gens, coupa-t-il, levant enfin le pot à la hauteur de ses yeux comme s'il l'avait insulté. Hibiscus. C'est quoi, au juste? Tu crois que les gens qui viennent chez Whitley Jam ont envie de manger des fleurs? Ashley renifla. On dirait un truc qu'on servirait avec du fromage de chèvre dans un pique-nique végan. Je l'ignorais. J'ai organisé un panel de dégustation avec l'équipe marketing. Il a obtenu un meilleur score que la myrtille et même que le fraise basilic. Nous n'avons pas besoin de panel, aboya Everett. Nous sommes en affaires depuis 38 ans. Tu crois que tes diplômes de pacotille te rendent plus intelligente que ton propre sang? Non, répondis-je lentement. Je pense qu'ils m'ont donné des outils que tu n'as jamais pris la peine d'utiliser. C'était dit. J'ai regardé maman, espérant un petit signe de soutien, mais elle remuait déjà le géant chaudron en cuivre comme si elle n'avait pas entendu un mot. Tu n'es pas ici pour jouer au chef, dit mon père en se levant. Il me surplombait de cette manière qu'il avait perfectionnée, se penchant juste assez pour vous faire douter de votre propre espace. Tu es ici pour t'en tenir à ce qui fonctionne. Je le fixais, silencieuse. Si je disais un mot de plus, j'allais soit hurler, soit pleurer. Rien de tout cela n'aiderait. Je vais finir le lot d'hier, marmonnai-je en me tournant pour attraper le bac en inox dans la glacière. Derrière moi, Ashley chuchota quelque chose à maman et rit. Le pot resta intact sur le comptoir. Le bruit de la cuisine s'était estompé. Les chaudrons en cuivre étaient récurés, le sol carrelé rincé, et Ashley était déjà partie plus tôt, une histoire de rendez-vous avec Clay que papa avait balayé d'un revers de main. Je restai en arrière, m'installant dans le bureau du fond, où l'air sentait toujours le papier et les vieilles écorces de fruits. Cette petite pièce ressemblait à un mausolée du passé de notre famille, des coupures de presse jaunies des années 80, époque où Whitley Jam n'était que 2 personnes et un stand au bord de la route, une plaque de récompense pour la meilleure conserve de pêche, 1999. Et des étagères encombrées de vieux bocaux dont le contenu avait cristallisé depuis longtemps. Je fixais le registre d'inventaire, mais tout ce que je voyais, c'était ce pot non goûté sur le comptoir de la cuisine, mon mélange hibiscus-cerise, posé là alors que j'avais consacré 3 semaines de test. De l'eau brûlée et des dizaines d'heures de recherche pour perfectionner l'équilibre de l'acidité afin de ne pas masquer les notes florales. Comme si ce n'était pas la meilleure chose que j'ai jamais créée.
Peut-être que je suis la seule à qui cela importe encore. Le murmure m'échappa avant que je ne puisse l'arrêter. C'était trop réel, trop dangereux. Mes doigts s'attardèrent sur le clavier, faisant semblant de m'intéresser au décompte du lot de framboises. Derrière la porte du bureau, j'entendis les bottes lourdes de papa descendre le couloir, criant par-dessus son épaule, « Ashley a encore laissé des couvercles mal scellés. Vérifie-les demain matin, tu veux ?» Pas de « merci », pas de « désolé qu'elle n'est pas finie ». Juste un ordre, comme si j'avais encore 12 ans et que j'étais invisible. Je les vérifie toujours, murmurai-je, mais la porte s'était déjà refermée. Par la petite fenêtre carrée dans le mur, j'ai regardé maman essuyer le poste de préparation. Elle bougeait lentement, méthodiquement, une femme capable de lire une atmosphère mieux que quiconque, mais qui n'avait jamais utilisé ce pouvoir pour me défendre. Elle croisa mon regard une demi-seconde, puis détourna les yeux. Je pouvais presque voir sa pensée, ne fais pas de vagues. Everett ne pense pas à mal. Mais il pensait à mal. Il pensait que mes idées étaient une menace. Il pensait que mon diplôme en sciences alimentaires était une fantaisie. Il pensait qu'Ashley, qui avait un jour brûlé 2 douzaines de pots de beurre de pomme parce qu'elle avait oublié de remuer, était plus digne d'être écoutée que moi. Il ne me voit pas, dis-je doucement. J'aurais pu rentrer chez moi. Mika m'attendait probablement pour dîner. Je voyais déjà la petite cuisine de la ferme, la lumière jaune et chaude, l'odeur du romarin ou de ce qu'il avait jeté dans la poêle en fonte ce soir-là. Mais au lieu de cela, je me penchai et ouvris à nouveau l'ordinateur portable. Colonne par colonne, je commençai à enregistrer l'inventaire et les vrais chiffres. Chaque caisse, chaque couvercle, chaque lot gâché qu'Ashley avait oublié de noter. J'organisai la feuille de stock numérique par date d'expiration, puis par emplacement de stockage. Je corrigeai à nouveau les notes de pH de la semaine dernière. C'était ma contribution, même si personne ne la remarquait. À 21h37, je fermai enfin l'ordinateur. L'usine était sombre, la seule lumière provenant de la lueur verte du panneau de sortie au-dessus de la porte du couloir. Ma nuque me faisait mal. Mes doigts étaient tachés d'avoir pressé trop d'étiquettes ce jour-là. J'attrapai mon sac et jetai un coup d'œil à la petite étagère dans le coin derrière moi, celle où je gardais quelques affaires personnelles. Mon pot hibiscus cerise était là. Je l'avais déplacé quand personne ne regardait. Je le pris, le tins sous la lumière douce, aucun défaut dans le seau, la couleur toujours riche et profonde, la saveur à l'intérieur n'attendant qu'à être remarquée. Mika avait dit la semaine dernière, tu pourrais mettre le soleil en bouteille qu'Everett dirait qu'il brille trop. J'esquissai un faible sourire, puis je fronçai les sourcils, car le problème n'était plus seulement Everett. C'étaient eux tous. Chacun d'entre eux, qui restait les bras croisés pendant que j'étais traité comme une stagiaire un peu têtue. Et le pire? C'est que je les laissais faire. Le lendemain matin, la cuisine sentait les toasts beurrés et la trahison. Mika m'avait déjà embrassé pour me dire au revoir et était parti vérifier les clôtures. J'étais seul avec ma tasse de café trop chaud quand mon téléphone vibra à 8h07. Ashley, papa dit de venir à la maison au lieu de l'usine. Petit déjeuner en famille. Le petit déjeuner en famille signifiait l'une des deux choses suivantes, soit quelqu'un était mort, soit Everett s'apprêtait à distribuer des ordres de mission comme si nous étions au camp d'entraînement. Je me garai devant la maison, une autre vieille ferme blanche et grinçante, et entrai pour trouver la table déjà bien garnie. Ashley était assise au bout, rayonnante dans une vieille chemise à carreaux de papa, les manches retroussées comme si elle savait ce qui l'attendait. Maman empilait des pancakes sur un plat comme si nous avions encore 10 ans. Papa était assis à sa place habituelle en bout de table, sirotant un café noir avec l'air d'un homme sur le point d'annoncer quelque chose d'indiscutable. « Dana, dit-il d'un signe de tête. Assieds-toi. » Je m'assis lentement, la poitrine serrée. « J'ai une bonne nouvelle, » commença Everett, posant ses mains épaisses à plat sur la table. « L'entreprise grandit, mais nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Quelqu'un de frais, avec des idées. » Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est emballé. Il a remarqué.
Il a enfin. Ashley va assumer le rôle de directrice de production à partir d'aujourd'hui. Le silence fut si épais qu'il me coupa le souffle. Ma cuillère, à mi-chemin de ma bouche, resta suspendue un instant avant de retomber avec un petit cliquetis dans mon bol de flocons d'avoine. « Elle va quoi ?» demandai-je en clignant des yeux. Ashley rayonnait. « Dingue, non ?» J'ai cru qu'il plaisantait au début. Everett gloussa comme si tout cela faisait partie d'une charmante comédie. Je l'ai fixée. Elle a 18 ans. Elle n'a même jamais utilisé le logiciel de comptabilité. Elle ne sait pas comment planifier les livraisons ou effectuer les contrôles de PHU. Alors apprends-lui, coupa papa, avec ce ton tranchant familier. Si cela te tient tant à cœur. Mais c'est mon travail, dis-je. Les mots sortirent d'un ton plat et stupéfait. Je suis la directrice de production. Tu l'étais, répondit-il comme s'il s'agissait d'une simple mise à jour, comme si on annonçait à quelqu'un qu'il avait manqué un appel. Mais tu t'es concentré sur d'autres choses ces derniers temps. Tu veux dire le développement des saveurs, rétorquai-je. Tu veux dire prendre des initiatives. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Oh là, d'accord. Ne rends pas ça bizarre. Je n'ai rien demandé, c'est papa qui me l'a proposé. Papa se racla la gorge. C'est une entreprise familiale. On tourne. On s'adapte. Je te garde quand même pour le contrôle qualité et le soutien. Le soutien. Comme si j'étais une remplaçante à temps partiel dans ma propre vie. Maman n'avait toujours pas levé les yeux de son assiette. Elle coupait des bananes maintenant, les yeux rivés sur les fruits comme s'il détenait les réponses. Et mon salaire, demandai-je doucement. Papa fronça les sourcils comme si j'avais posé une question ingrate. Nous ajusterons en conséquence. Avec Ashley qui assume un rôle de direction, nous devons tous faire des efforts. J'avais le cœur au bord des lèvres. Faire des efforts. Non seulement j'avais été rétrogradé autour d'un plat de pancakes, mais on s'attendait maintenant à ce que je forme ma remplaçante, ma petite sœur. Qui n'avait même pas été capable de se souvenir d'éteindre le brûleur la semaine dernière et qui avait presque fait fondre une caisse entière d'étiquettes. Ashley faisait tourner une fourchette entre ses doigts, d'une voix chantante. Alors, tu me montreras comment fonctionne le calendrier de production et comment étiqueter le stock. Je la regardais vraiment, et pendant une seconde, je ne sus pas contre qui j'étais la plus en colère, elle, pour avoir accepté une couronne qu'elle n'avait pas gagnée, ou moi-même, pour lui avoir tendu le sceptre chaque fois qu'elle le laissait tomber. J'ai des réunions aujourd'hui, dis-je sèchement en me levant. Les yeux de papa se plissèrent. Des réunions? L'inventaire, les appels aux fournisseurs, ce contrôle qualité que tu voulais. J'attrapai mon sac. Mais ne t'inquiète pas, je laisserai les clés du bureau de production sur le bureau puisqu'il est à toi maintenant. Ashley cligna des yeux. Attends, tu es fâché? Je souris, et j'eus l'impression de briser de la porcelaine. Non, Ashley, je suis inspiré. Puis je franchis la porte sans me retourner, même quand je l'entendis rire et dire « Elle est tellement dramatique ». Je n'ai pleuré qu'une fois arrivé à mi-chemin de l'usine. Et je ne me suis arrêté qu'une fois garé sur le parking, moteur coupé, les mains crispées sur le volant comme si c'était la seule chose qui me rattachait à la terre. Ils m'avaient évincé et s'attendaient à ce que je leur fasse un sourire. Ce soir-là, le soleil glissait derrière les montagnes, versant de l'or sur notre Porsche comme du miel chaud. J'étais assise dans le vieux fauteuil à bascule que Mika avait construit quand nous avions emménagé, pieds nus, les genoux contre la poitrine, une tasse de thé refroidie entre les mains. Je n'avais pas dit grand-chose depuis mon retour, je ne me faisais pas confiance. Mika sortit sur le porche avec 2 parts de tarte aux pêches et son calme habituel. Il me tendit une assiette sans un mot, puis s'assit à côté de moi, le coude sur la coudoir, les yeux scrutant la cime des arbres. « Je n'ai pas déjeuné, marmonnai-je. »« Je sais, dit-il doucement. Je me suis dit qu'il valait mieux te donner du sucre avant que tu ne tombes en poussière. » Le Porsche grinçait au rythme irrégulier de nos balancements.
Le vent bruissait dans les arbres et les cigales au loin chantaient comme si elles essayaient d'étouffer mes pensées. Ils lui ont donné, dis-je enfin. Directrice de production. Ils lui ont remis ça comme un cadeau d'anniversaire. Et maintenant, je suis le soutien. Mika ne répondit pas tout de suite. C'était sa façon de faire, me laisser combler le silence, me laisser vider mon sac jusqu'à ce que je puisse à nouveau respirer. Elle ne connaît même pas les bases, Mika. Elle croit encore que le cycle de stérilisation consiste à passer les bocaux sous l'eau chaude. Et ils veulent que je la forme pour moins d'argent, comme si je devais être reconnaissante d'être encore là. Mika me regarda, ses yeux noisettes fixes et lucides. Tu as l'air plus choqué qu'en colère. Parce que je le suis. Ma voix se brisa. Je pensais peut-être, bêtement, qu'il ferait au moins semblant de se soucier de ce que j'ai construit. Je pensais que papa passerait outre son ego assez longtemps pour voir que je ne suis pas juste ses mains supplémentaires. J'ai tenu cette boîte à bout de bras pendant qu'Ashley jouait à la roulette russe avec sa carrière ces 2 dernières années. Et il lui confie mon poste comme un trophée de participation. Mika mâcha une bouchée de tarte et l'avala. J'ai pensé à quelque chose, dit-il lentement. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour le dire. J'essuyai mes yeux avec ma manche. Il n'y a plus de bon moment. Vas-y. Il sortit son téléphone de sa poche arrière, tapota l'écran quelques fois. Et si nous faisions la confiture ici? Je clignai des yeux. Quoi? Dans notre cuisine? Ta recette? De petits lots? Vendus sous ton propre nom. Je lâchai un rire amer. Mika, sérieusement. C'est quoi un stand de limonade? Tu crois que quelques petits pots sur une table pliante vont rivaliser avec une marque familiale de 30 ans? Il brandit son téléphone. Pas une table pliante. Voici des listes d'épiceries indépendantes, de magasins à la ferme, de boutiques. De vraies entreprises locales. Il y a un marché, Dana. Les gens adorent le fait main, l'artisanal, l'unique. Tu fais déjà de meilleurs produits que la moitié d'entre eux. Je le fixai, le cœur battant. C'est de la folie. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Pas si l'un d'entre eux aime la folie. Je détournai le regard vers les arbres. Le vent se levait, plus frais, l'automne effleurait les derniers jours de l'été. Tu es sérieux, chuchotai-je. Je suis sérieux, dit-il. Et avant que tu ne le dises, non, je me fiche de ce que ton père pense. Je me fiche qu'Ashley brûle toute l'usine en essayant de pasteuriser de la gelée de raisin. Tu as créé de la splendeur dans une cuisine qui te traite comme un fardeau. Alors pourquoi ne pas créer de la splendeur ici? Chez toi? Je ne pus répondre tout de suite. Quelque chose me faisait trop mal. Je pressai mes paumes l'une contre l'autre et fixai la petite entaille sur la rambarde du porche où Mika avait gravé nos initiales la semaine de notre emménagement. Toute ma vie, murmurai-je, j'ai essayé de me faire remarquer, attendant la permission d'être autre chose qu'une simple aide. Et je n'arrête pas de penser que si je fais mieux, si je suis assez parfaite, peut-être qu'ils finiront par me voir. Mika resta silencieux un long moment. Puis il se rapprocha. Arrête d'attendre. Commence à être. Je me tournai vers lui. Il parcourait déjà la liste des magasins, lisait les avis, prenait des notes comme si c'était déjà en train de se produire. Il leva les yeux. Je sais que tu as peur, mais moi non. Je crois en ta confiture. Je crois en toi. Les larmes vinrent vite cette fois, mais je les laissai couler car sous le chagrin, sous les années passées à être ignorées, quelque chose de nouveau cherchait à éclore. Un commencement. La cuisine n'était plus une cuisine. C'était un laboratoire, un refuge, une seconde chance. Il était presque minuit quand nous avons enfin libéré de l'espace sur le comptoir et disposé les outils. Mika sortit la grande marmite que nous utilisions habituellement pour les ragoûts en hiver, et j'alignai mes bocaux en rang serré, comme de petits soldats attendant les ordres. La ferme était silencieuse.
les grillons chantaient derrière la porte moustiquaire, et Billie Holiday chantonnait doucement sur le vieux haut-parleur que Micah gardait sur le rebord de la fenêtre. Il n'y avait pas de néon qui bourdonnait, pas de carrelage froid ni le fracas des plateaux commerciaux. Juste nous et l'odeur du sucre fondant dans les fruits. Micah remuait la marmite, plissant les yeux comme si la confiture bouillonnante risquait de lui sauter dessus. Quelle doit être l'épaisseur? Pense à du velours, dis-je en me penchant pour vérifier la consistance. Lisse, mais avec assez de corps pour napper un biscuit. Il me fit un sourire en coin. Je n'aurais jamais pensé t'entendre parler de manière aussi sensuelle à une confiture. Je ris vraiment, pour la première fois depuis des jours. Mes épaules commencèrent enfin à se relâcher. Tu es sûr que nous avons assez de bocaux, demanda-t-il, en regardant les 12 pots maçonnes nettoyées et stérilisées empilées près de l'évier. On va se débrouiller, dis-je en rangeant une mèche de cheveux derrière mon oreille. C'est juste un lot d'essai, un flirt. Nous ne sommes pas encore mariés au projet. Il trempa la cuillère en bois dans le mélange et la souleva. C'est prêt? Je pris la cuillère, laissai la confiture napper ma langue. Toujours trop vif. La cerise avait besoin d'un peu plus de douceur. Un demi-citron pressé et un soupçon de vanille, dis-je. Micah haussa un sourcil. Tu veux que je mesure un soupçon? C'est un instinct, le taquinai-je. Un instinct que l'on développe quand ses idées sont moquées dans la cuisine familiale. Son sourire s'effaça, mais pas par pitié. Avec compréhension, il s'écarta et me laissa prendre le relais. Avec ce rythme exercé que je n'avais pas utilisé depuis des semaines, j'ajustai le sucre, remuai lentement, regardai le mélange foncer et s'épaissir jusqu'à briller comme du grenat. Puis je versai une petite cuillerée dans un ramequin froid, le mis au congélateur une minute et testai la prise. Quand il se rida juste comme il faut sous mon doigt, je sus. C'est ça, dis-je doucement. Je trempai une cuillère propre, soufflai dessus et goûtai. Puis je restai bouche bée. Micah leva les yeux, soudain en alerte. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je fixai la cuillère, puis lui. Micah, c'est ça. Il goûta à son tour. Ses sourcils montèrent d'un coup. D'accord. Waouh. D'accord. C'est tout ce que je voulais. Vif, floral, profond. Ça n'a pas le goût de la confiture Whitley. Ça a le goût de du possible. Nous nous regardâmes, le poids du moment s'installant enfin entre nous. Si ça rate, chuchotai-je. Au moins, ce sera notre raté. Micah s'approcha, essuya une trace de confiture sur ma joue avec son pouce. Mais et si ça réussit? Cette question resta là, comme une étincelle prête à s'enflammer. Nous avons agi à l'unisson après cela remplir, sceller, étiqueter. Je n'avais pas encore d'autocollant personnalisé, juste un morceau de ruban de masquage écrit à la main, d'Anaès Hibiscus Chéri, lot 1. Nous avons rempli 10 bocaux avant que le lot ne soit épuisé. Nous les avons laissés refroidir sur le comptoir, le ploc de chaque seau qui se met en place résonnant comme des applaudissements. Je m'appuyai contre l'évier, contemplant notre petit champ de bataille couvert de confiture. Tu sais, dis-je d'une voix basse, je pensais que si je quittais l'usine, j'abandonnerais tout ce que j'avais construit. Et maintenant, demanda Micah. Je regardai les bocaux. Maintenant, je pense que je ne fais que commencer. Il traversa la cuisine et m'entoura la taille de ses bras. Alors, on fait quoi ensuite? On dort, dis-je en riant, la tête posée sur son épaule. Et ensuite, on voit si quelqu'un a envie de goûter un peu de rébellion dans un bocal. Le lendemain après-midi, les 12 bocaux de verre s'entrechoquaient dans une caisse en carton doublée d'un torchon. Je la serrais comme si c'était un nouveau-né. Micah nous a conduits pendant 30 minutes jusqu'à Westville dans son vieux pick-up, les mains fermes sur le volant, tandis que j'imaginais tous les désastres possibles. Et si la confiture fermentait? Et si le propriétaire de la boutique détestait les notes florales? Et si les pots se fracassaient sur le comptoir et que je restais là à cligner des yeux,
couverte de sirop de cerise et d'humiliation? Tu respires comme si tu allais donner une conférence TED, dit Mika doucement. J'ai l'impression que je vais être malade, avouai-je, les yeux rivés sur les étiquettes en ruban adhésif, d'Anaes Hibiscus Chéri, Loin. Il prit ma main et la serra. Un seul magasin. C'est tout. Dans le pire des cas, on mangera de la confiture pendant 1 an. Dans le pire des cas, je me ferai ridiculiser dans toute la ville. Il me jeta un coup d'œil. Alors on rira plus fort sur le chemin du retour. Le panneau du Tripiné Farm Market apparut en bois, peint à la main, avec un charme de guingois qui me rappelait tout ce que je voulais que cette confiture soit. Honnête, locale, un peu sauvage. Mika se gara à côté d'une Subaru poussiéreuse et je me forçai à descendre du camion. L'air automnal était vif et portait cette odeur réconfortante de montagne, un mélange de fumée, d'écorce de pommes et de terre froide. Mes bottes crissaient sur le gravier alors que je montais les marches du Porsche, la caisse dans les bras, le cœur au bord des lèvres. La boutique elle-même sentait divinement bon, pâtisserie, foin frais, bâtons de cannelle. Des caisses en bois débordaient de pommes et de courges, et des ardoises vantaient le savon au lait de chèvre et le miel local. Derrière le comptoir se tenait une femme aux boucles argentées attachée par un bandana rouge, avec un regard qui disait qu'elle ne supportait pas les idiots. Son badge indiquait « Nancy » en lettres rouges. « Vous livrez » demanda-t-elle en fixant la caisse. « En quelque sorte, dis-je. Je m'appelle Dana. J'ai fait un petit lot de confiture. J'aimerais beaucoup que vous goûtiez. Juste un échantillon. Sans pression. » Nancy se pencha sur le comptoir comme si elle avait déjà entendu ce discours 100 fois sans grand espoir. Tout le monde et son cousin fait de la confiture à cette époque de l'année. C'est vrai, dis-je rapidement. Mais celle-ci est un peu différente. Hibiscus et cerise. Attaque florale, finale vive, pH équilibré, petit lot. J'ai infusé l'hibiscus au lieu de le faire bouillir. Nancy leva la main. Donne-moi juste une cuillère. Mika lui entendit une que nous avions apportée, et j'ouvris un pot avec des doigts tremblants. Le ploc du seau résonna comme un coup de feu à mes oreilles. Nancy trempa la cuillère, inspecta la couleur, puis goûta. Puis elle s'arrêta, sourcils levés, lèvres serrées d'un air pensif. J'arrêtai de respirer. Nancy tapota sa cuillère sur le bord du pot, le posa et me regarda avec un lent signe de tête. Ça a du caractère. Un vrai caractère solide. Je clignai des yeux. Dans le bon sens? Dans le meilleur sens, dit-elle. On dirait que quelqu'un a enfin donné de la personnalité à la cerise. Je prends la caisse. Je la fixai. Les 12 bocaux? Elle rit. Tu crois que je vais goûter ça et te renvoyer chez toi? Les touristes vont s'arracher ça. Tu as une marque? Je me raclai la gorge, regardai Mika. Plus ou moins. Je suis encore en train de peaufiner cette partie. Nancy fit glisser un petit carnet de reçus vers moi. Peaufine ça plus tard. Laisse-moi ton numéro. Écris-le ici. Et quand tu en auras d'autres, tu m'appelles. Je fis ce qu'elle demandait, essayant d'empêcher mon écriture de trembler. Elle déchira le reçu et ajouta une note en haut avec une calligraphie soignée, « Prévenez-moi quand vous en aurez d'autres. Nancy. » Nous sommes sortis, la lumière du soleil semblant soudain plus éclatante qu'il y a 10 minutes. Je restai sur l'allée de gravier, tenant ce reçu comme un trophée. Mon cœur battait la chamade, entre l'incrédulité et quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Mika me poussa du coude. Alors, c'était aussi terrible que tu le pensais? Je lâchai un rire incrédule. Je crois que je viens de faire ma première vente. C'est le cas. Pour de la confiture que j'ai faite dans notre cuisine. Ouais. Je regardais la caisse vide dans mes mains. Mika, elle a tout acheté. Il sourit et passa un bras autour de mes épaules. Alors on ferait mieux d'en refaire. L'euphorie de notre première vente a duré exactement 2 jours,
Puis je suis retourné à l'usine le lundi matin et je me suis souvenu exactement de qui on attendait que je sois. Pas une innovatrice, pas une créatrice de petits lots avec son propre client et son reçu écrit à la main, juste la sœur aînée qui rattrape le travail de tout le monde sans se plaindre. À 10 heures, j'avais la tête qui explosait. J'étais dans le bureau du fond, me frottant les tempes tandis que l'écran devant moi clignotait, vide à nouveau. Les données de livraison de fruits n'avaient pas été saisies. Ni les poires Bartlett, ni les framboises, ni même les caissettes de fraises que j'avais personnellement réceptionnées samedi après-midi. Ashley était assise sur le tabouret à roulettes en face de moi, parcourant son téléphone comme si nous attendions que notre vernis sèche au lieu de préparer un planning de production de 3 jours. J'expirais lentement. Ashley, tu n'as pas enregistré la livraison de fruits. Elle leva les yeux, mâchant son chewing-gum comme si c'était une performance. La livraison? J'ai répété. Tu as signé. Les caisses sont dans la chambre froide, mais elles ne sont pas dans le système. Ça veut dire qu'elles ne sont pas comptabilisées dans la production, ce qui veut dire que si on lance un lot sans mettre à jour, ça fausse les calculs de poids et les prévisions d'expiration. Ashley cligna des yeux. Ah, c'est vrai. Je comptais le faire. Je n'arrivais juste pas à comprendre comment accéder au formulaire. Tu as juste à double-cliquer sur le modèle et à entrer le poids. C'est tout. Elle haussa les épaules, imperturbable. Je ne suis juste pas une personne branchée techno. Une petite veine battait sur ma tempe. Je tournai le moniteur vers elle. Ashley, tu es la directrice de production. Saisir l'inventaire, c'est le strict minimum de ton travail. Ne me parle pas comme si j'étais stupide, lança-t-elle en se redressant. J'ai été là tous les jours. Et j'ai été là toutes les nuits, rétorquai-je, à finir ce que tu commences et abandonnes. Le silence s'étira entre nous. Elle détourna les yeux la première, marmonnant quelque chose entre ses dents en ressortant son téléphone. Je fixai le formulaire vierge à l'écran. Mes mains planaient au-dessus du clavier. Je ne devrais pas le faire pour elle. Elle était censée apprendre, non? Si cela te tient tant à cœur, avait dit papa, alors apprends-lui. Mais ce n'était pas ça. Il ne m'avait pas désigné comme son mentor, il s'était déchargé de sa responsabilité en espérant que je la ramasserais comme je l'avais toujours fait. Je jetai un coup d'œil vers la porte. Papa était parti toute la matinée à une réunion de fournisseurs. Maman était à l'avant pour étiqueter les pots. Personne ne remarquerait si ces données n'étaient jamais saisies sauf l'USDA, les auditeurs et les magasins qui comptaient sur des registres propres. Et je n'en entendrais jamais la fin. Alors, j'ai tapé. Lentement au début, puis avec l'efficacité familière de quelqu'un qui fait cela ingratement depuis des années. J'ai enregistré les fraises, marqué les Bartlett, ajouté les codes de maturité pour les framboises. J'ai recoupé les factures, vérifié le décompte des caisses, ajusté les heures d'arrivée pour qu'elles correspondent au manifeste de livraison. Au moment où je finissais, mon thé avait refroidi et Ashley avait quitté la pièce. La douleur dans ma nuque était vive maintenant, irradiant entre mes omoplates. Je fis rouler mes épaules, me lever et marcher vers la glacière pour vérifier 3 fois l'emplacement des étagères. Les étiquettes étaient fausses. Les caisses de framboises étaient empilées au-dessus des poires, ce qui violait notre protocole de stockage car les poires s'écrasent plus facilement. Je corrigeai cela aussi. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisé et personne ne m'avait remercié. Personne ne savait même. Dans la salle de pause, Ashley riait avec maman à propos de quelque chose sur son téléphone, et je restais dans le coin à manger des pâtes de la veille dans un Tupperware, comme un fantôme dans ma propre vie. Mika envoya un SMS, « Comment ça va? Besoin de renfort? Confiture ou vin ?» Je souris à mon écran, le premier vrai sourire de la journée. Pas de renfort, mais peut-être du vin. Et surtout, ne me demande pas comment ça va. Il répondit avec un cœur et un emoji de pot de confiture. Je regardais les femmes avec qui je partageais le même sang et je me demandais comment quelque chose d'aussi simple que d'être vu, d'être apprécié,
pouvait sembler être une langue étrangère ici. Mes bocaux étaient sur l'étagère de quelqu'un maintenant, un inconnu qui m'avait choisi. Et ici, je n'arrivais même pas à faire en sorte que ma sœur apprenne à utiliser un tableur. Mercredi est arrivé comme une tempête sans avertissement, sans tonnerre, sans nuage, juste un éclair en plein dans ma colonne vertébrale. J'étais en train de mettre à jour le rapport de rendement mensuel, penché sur l'ordinateur dans la pièce du fond, sirotant une tasse de café éventé de station-service. La pièce était chaude et silencieuse, à l'exception du ronronnement doux du mini-frigo et du fracas occasionnel des caisses dans l'usine. Mes paupières étaient comme du papier de verre. J'avais veillé jusqu'à 2 heures du matin la veille pour corriger les couvercles mal étiquetés par Ashley encore. Elle avait étiqueté la moitié de la confiture de fraises comme étant de la framboise. Si je ne l'avais pas remarqué à temps, elle serait partie au marché avec une erreur d'étiquetage. Ce genre d'erreur pouvait briser une relation avec un fournisseur en un clin d'œil. J'enregistrai le tableur et me frottai les tempes. C'est alors que la porte s'ouvrit violemment. Everett entra comme s'il avait encore 25 ans et était plein de fureur. Il jeta un dossier de papier Kraft sur le bureau si fort qu'il glissa et heurta le clavier. « Tes chiffres sont bâclés » aboya-t-il. « Tout ce mois est faux. Nous ne pouvons pas nous permettre ta paresse. » La pièce se rétrécit autour de moi. Je fixai le dossier. Quels chiffres? Les rendements de poire. Il manque une caisse entière dans le rapport. Ça fausse le coût du lot, Dana. Ça bousille les comptes. Mes mains se figèrent sur le bureau. Je savais exactement de quelle caisse il parlait. C'était la caisse supplémentaire que nous avions reçue de la ferme Henderson, livrée vendredi dernier quand Ashley était censé tout enregistrer et ne l'avait pas fait. J'ai corrigé cela lundi, dis-je prudemment. C'est dans le registre révisé. Pas dans la version que j'ai reçue ce matin, rétorqua-t-il. J'ai dû m'asseoir devant l'acheteur de blé grossé et expliquer pourquoi notre feuille de coût avait l'air d'avoir été faite par un enfant. Est-ce qu'Ashley t'a donné le fichier mis à jour, demandai-je. Il balaya l'air de la main. Ne rejette pas la faute sur ta sœur. J'avalai difficilement. Je ne rejette pas la faute sur elle. J'énonce un fait. Elle n'a pas saisi la caisse. Je suis resté tard pour corriger après les heures de travail. Everett s'approcha, me dominant avec cette menace sourde habituelle. Tu crois que rester tard te donne une excuse pour te planter? Je ne me suis pas planté, dis-je, ma voix plus ténue que je ne l'aurais voulu. J'ai réparé la bourde. Alors répare-la correctement la prochaine fois. Il attrapa le dossier, le ferma brusquement et se tourna vers la porte. Nous n'avons pas le temps pour tes excuses émotionnelles. Fais juste ton travail. Les mots frappèrent plus fort qu'ils ne l'auraient dû. Mon travail. Je fixai l'embrasure vide après son départ. Mon corps ne bougeait pas. Mes doigts restaient crispés sur le clavier. Mon souffle restait bloqué dans ma poitrine, ne sachant s'il devait soupirer ou hurler. La voix de Mika résonna dans ma tête, celle du Porsche 2 soirs plus tôt, tu as créé de la splendeur dans une cuisine qui te traite comme un fardeau. Et j'en étais là, à me faire traiter de paresseuse par l'homme qui avait donné mon poste et ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis. Je m'appuyai contre le dossier de la chaise grinçante, fixant les dalles du plafond, et chuchotai entre mes dents, tout ça parce que j'ai osé rêver. C'était ça le péché, n'est-ce pas? Pas la confiture, pas l'erreur que je n'avais pas commise. Le péché était de ne pas rester dans la voie qu'il avait tracée pour moi. Le péché était de penser que je pouvais construire quelque chose de mon propre chef. Le péché était de refuser de s'effacer, même après qu'il eût essayé de me rapetisser. Et l'injustice n'était pas seulement vive, elle était pourrie, comme un fruit trop mûr laissé à l'abandon sous son propre poids. Ma mâchoire se crispa. Je voulais sortir, claquer le rapport corrigé sur son bureau, énumérer chaque tâche qu'Ashley avait abandonnée cette semaine et que j'avais ramassée. Mais je savais comment cela se passerait. Il esquiverait. Il détournerait. Il dirait que je surréagissais, que j'étais trop émotive, ingrate. Alors, à la place,
j'ai ouvert la version correcte du tableur, ajouté un horodatage, je l'ai imprimé et je l'ai déposé doucement, professionnellement, dans la bannette de sortie près de la porte principale. Il ne m'en remercierait jamais. Il n'admettrait jamais avoir eu tort. Il ne le lirait même pas. Mais moi, je saurais. Et plus important encore, cette fois, je n'oublierai pas. Il faisait presque nuit quand je suis rentré. Je n'ai même pas pris la peine de passer par la porte d'entrée, j'ai enlevé mes bottes au bas du porche et j'ai contourné la maison jusqu'à l'arrière, là où la lumière dorée de la fenêtre de notre cuisine se répandait dans la cour comme si elle essayait de m'appeler. Mika était déjà là, assis en tailleur sur le sol du porche, entouré d'un désordre d'étiquettes vierges, de ciseaux et d'un feutre Sharpie glissé derrière une oreille comme une sorte de bibliothécaire de campagne. Une pile de bocaux propres attendait à côté de lui, poli et prêt. Il ne leva pas les yeux quand j'approchai, continuant simplement à plier, lisser et placer chaque petit rectangle dans la pile grandissante. « Salut », dit-il simplement, comme si nous nous étions parlé il y a une minute et que je m'étais juste absenté pour aller chercher quelque chose. Je m'effondrai à côté de lui dans un gémissement et posai mon front sur mes genoux. « C'était si terrible », demanda-t-il. « Je crois qu'aujourd'hui a été le moment officiel où j'ai cessé d'être en colère, dis-je à travers mon jean. Je me suis juste senti à bout. Mika n'insista pas. Il me tendit simplement une pile d'étiquettes et le Sharpie. Je l'ai pris. Nous avons plié en silence pendant un moment. Le papier se froissait doucement dans l'air du soir, les cigales fredonnant leurs berceuses habituelles depuis les arbres. Je sentais le basilic du bac à fleurs près des marches, et la trace la plus infime de cannelle collait encore à la chemise de Mika après ce qu'il avait cuisiné cet après-midi. Je crois que mon père s'apprête à me licencier, dis-je enfin. Mika leva les yeux. Il quoi? Je n'en sais rien de sûr. Il ne l'a pas dit, mais la façon dont il me regarde ces derniers temps comme si j'étais un problème à gérer plutôt qu'une personne. C'est comme si plus je me tiens droite, plus il veut que je me rasseye. Mika prit ma main et la serra doucement. Et s'il le fait? La question tomba plus lourdement que je ne m'y attendais. Je fixai nos mains jointes, ses doigts calleux contre mes bouts de doigts tachés d'encre. J'essayais de faire comme si c'était une plaisanterie. Alors je suppose que j'aurai plus de temps pour remuer de la confiture et pleurer sur les fruits. Mika ne rit pas, alors on y va à fond? Je clignai des yeux. Quoi? On y va à fond, répéta-t-il. On a déjà plus de commandes que de bocaux. Nancy a appelé cet après-midi pour demander si on pouvait en apporter d'autres d'ici vendredi. Cette boutique à Maggie Valley a répondu aussi. Ils veulent des échantillons. Je le fixai. Attends, quoi? Il fouilla dans la caisse derrière lui et en sortit un post-it froissé avec des noms et des numéros griffonnés. Tu as des clients maintenant, Dana. Des vrais qui paient, te remercient et aiment vraiment le goût de ce que tu fais. J'ouvris la bouche, mais aucun son ne sortit. Je sais que ce n'est pas ce que tu avais prévu, dit Mika plus doucement maintenant. Je sais que tu as été élevé en pensant que la stabilité, c'est s'en tenir au nom inscrit sur le bâtiment plutôt qu'au nom inscrit dans ton cœur. Mais chérie, c'est toi qui fais le travail. Eux, ils n'ont que le toit. J'avalai difficilement. Et si on échoue? Mika se rapprocha, sa voix basse et assurée. Alors on échouera ensemble. Dans notre cuisine, avec ton nom sur chaque pot et tes mains dans chaque lot. Mais au moins, on échouera en avançant. Je sentis des larmes piquer soudain mes yeux. Je n'étais pas du genre à pleurer souvent, pas sur des choses que je ne pouvais pas réparer, mais entendre cela à voix haute que nous allions le faire, que je n'étais plus seulement en train de boucher discrètement les trous d'un navire familial qui coule. Que je construisais quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui croyait en moi, cela a brisé une digue. J'essuyai mes yeux et réussis un sourire. On dirait qu'on ouvre une boulangerie, à t'entendre. Une chose à la fois, dit-il. Essayons juste de garder nos clients pour la confiture jusqu'aux fêtes. Je regardais les étiquettes pliées qui formaient maintenant une pile soignée. On a encore besoin d'un nom.
Mika eut l'air pensif. Tu disais toujours que la confiture te rappelait quelque chose de petit et d'inattendu. Une surprise discrète, non? Oui, dis-je. Quelque chose qui ne demandait pas à être vu, mais qui méritait d'être remarqué quand on le faisait. Il hocha la tête. Que dis-tu de Sparrowberry, la baie du moineau? Les mots restèrent suspendus entre nous, simples et doux. Je les sentis se poser sur ma peau comme une plume. Sparrowberry, répétai-je. Mika sourit. De petites ailes, de grandes saveurs. Je ris, le son jaillissant de quelque part au plus profond de moi. Pour la première fois depuis des semaines, la peur ne semblait plus m'appartenir. Elle était toujours là, bien sûr, mais il y avait aussi cette conviction tranquille que peut-être que je n'étais pas seul à prendre ce risque. Je pris le feutre et écrivis le nom sur l'étiquette suivante. Un mot après l'autre, je pliai mon avenir en deux. Le bureau sentait toujours l'encre, la poussière et la trace légère d'une vieille conserve de mur. Des souvenirs collants imprégnés dans les lattes du plancher. Le bureau encombré de papa n'avait pas changé en 20 ans, la même agrafeuse fissurée, la même tasse de café ébréchée qui disait « J'aime boss » et les mêmes postes TS froissés empilés comme des feuilles mortes autour de sa calculatrice. La seule chose nouvelle dans la pièce était l'enveloppe blanche et nette dans ma main. Je me tins silencieusement sur le seuil, le regardant griffonner des chiffres dans un registre, ignorant totalement que quelque chose était sur le point de basculer pas seulement pour moi, pour nous tous. J'entrai. Il ne leva pas les yeux. Si tu es là pour revenir sur le rapport de rendement, oublie. J'ai de plus gros incendies à éteindre. Je m'avançai et posai l'enveloppe au milieu de son bureau, la faisant glisser sur son tableur. Le stylo d'Everett se figea, ses yeux se levèrent lentement vers les miens. Je pars, dis-je. Il me regarda comme si j'avais parlé une langue étrangère. Tu pars où? Ici, répondis-je d'une voix ferme. Je quitte Whitley Jam, avec effet immédiat. Un silence. Puis, soudainement, l'explosion. Tu quoi? Aboya Théil, bondissant sur ses pieds, faisant reculer sa chaise de bureau. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. C'est moi qui t'ai donné ce travail, Dana. Tu crois que tu peux démissionner dès que ça devient dur? Et ton engagement envers cette famille? Je t'ai donné mon engagement, dis-je. Pendant des années. Une loyauté silencieuse. J'ai formé ton personnel, construit tes systèmes, réparé les erreurs de ta fille pendant que tu lui donnais mon titre. La mâchoire d'Everett se contracta. Elle a besoin d'être guidée. Tu étais censé l'aider. Je l'ai fait, rétorquai-je. Et ensuite, on m'a blâmé quand elle a échoué. Il frappa du plat de la main sur le bureau. Qui va la former maintenant? Qui va faire tourner la boutique pendant qu'elle apprend? Je pris une inspiration. Laissez le calme m'envelopper comme une armure. Elle n'a qu'à se débrouiller seule. Ses yeux se plissèrent. C'est à cause de ta confiture, n'est-ce pas? Tu poursuis un rêve chimérique dans ta cuisine alors que nous avons un héritage à préserver. Non, dis-je doucement. C'est une question de respect, et je me l'accorde enfin. Le silence retomba sur la pièce. Pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air d'un homme qui ne pouvait pas résoudre le problème devant lui ni avec des chiffres, ni avec le contrôle, ni avec la honte. Je me détournai pour partir. Dana, dit-il, la voix basse. Je m'arrêtai à la porte. Si tu pars maintenant, il n'y aura pas de retour possible. Je regardai par-dessus mon épaule, croisai son regard. Je sais. Puis je sortis sans rien dans les mains, mais avec tout ce dont j'avais jamais eu besoin. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point les clés étaient lourdes avant de les laisser tomber dans le tiroir à bric-à-brac de la cuisine. Le cliquetis résonna un peu trop fort dans le silence. C'était fait. J'étais sorti de l'endroit où je pensais être lié pour toujours. Et le monde ne s'est pas écroulé. Mika ne dit rien quand je franchis la porte plus tôt que prévu,
il me tendit simplement une cuillère et désigna la marmite qui mijotait sur la cuisinière. Abricot basilic, dit-il avec un petit sourire en coin. Quelque chose de nouveau. J'ai pensé qu'on pourrait s'amuser un peu. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, tous deux en flanelle, les fenêtres embuées par la vapeur et l'odeur des fruits embaumant l'air. La confiture refroidissait dans des bocaux fraîchement scellés alignés comme de petits soleils sur le comptoir. Le basilic était subtil, mais il donnait à l'abricot ce côté terreux, presque boisé. Ça avait le goût du courage. Nous avons entrechoqué nos cuillères comme des coupes de champagne. À quelque chose de nouveau, dis-je. Mika sourit. À toi. Nous avons pris des bouchées, souriant toujours. Tout mon corps avait l'impression de se détendre pour la première fois depuis des années. Alors, dit-il en léchant un peu de confiture sur le dos de sa cuillère, c'est quoi la suite? À part envoyer ce lot directement à Nancy, bien sûr. Je m'appuyais contre le dossier de ma chaise, réfléchissant. Des coffrets cadeaux pour les fêtes, peut-être? Avec des cartes écrites à la main et des mini-pots, ou un trio d'échantillons. Les gens raffolent de tout ce qui a de la ficelle et une étiquette rustique. Étiquette que nous n'avons toujours pas dessinée, me rappela-t-il. Je fis un geste de la main vers la pile de croquis à côté du saladier. J'y travaille. Il haussa un sourcil. Tu y travaillais déjà hier et avant-hier. Je haussai les épaules. Je gérais l'apocalypse. Il gloussa. C'est de bonne guerre. Je regardais notre cuisine, le comptoir encombré, les bocaux qui refroidissaient, la cuillère collante sur la planche à découper, et mes notes manuscrites scotchées au mur près de la cuisinière comme des cartes de centre de commandement. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de faire semblant. C'est réel, n'est-ce pas, chuchotai-je. Mika tendit la main et entrelaça ses doigts aux miens. Ça me semble réel, à moi. Je hochai la tête, ravalant la boule dans ma gorge. Alors nous avons besoin d'un site web. Quelque chose de sobre mais chaleureux. Des tons terreux, des polices douces, ce genre de choses. Je peux m'occuper de la structure, proposa-t-il. Mais c'est toi qui écris les textes. Je gémis. Tu veux des jeux de mots poétiques sur la confiture ou du jargon professionnel anxieux? Je te veux toi, dit-il. Tes mots, ta voix. Les gens vont acheter la confiture Sparrowberry parce qu'elle te ressemble. C'est ça la différence. Sa confiance m'enveloppa comme une couette douce mais cousue de quelque chose d'inébranlable. Nous sommes restés assis là, dans notre petite cuisine de ferme, la confiture refroidissant, les rêves prenant forme, le reste du monde s'effaçant l'espace de quelques respirations. Mais même en savourant cet instant, je sentis un léger frémissement juste sous ma peau. Ce n'était pas fini. Everett n'en avait pas terminé. Whittingham n'allait pas simplement hausser les épaules et passer à autre chose sans moi. Et Ashley, propulsée dans un rôle qu'elle n'avait pas mérité, finirait par commettre des erreurs que même mon père ne pourrait ignorer. Il y aurait des retombées. Il y en a toujours quand quelque chose se libère d'un système construit sur le contrôle. Mais pour l'instant, pour ce soir, il y avait de la confiture. Il y avait la paix. Et il y avait cette certitude silencieuse et farouche que j'étais enfin en train de construire quelque chose de propre, en partant de zéro. 3 mois plus tard, j'étais au centre d'une cuisine commerciale bouillonnante, les cheveux attachés, le tablier taché d'abricots et les coudes plongés dans des tiges de basilic. Le ronronnement des batteurs, le cliquetis doux des couvercles et le bourdonnement bas du déshumidificateur remplissaient l'espace comme une mélodie. Sur le comptoir, à côté de moi, se trouvait le dernier numéro de Blue Ridge Harvest, ouvert à la page 34. J'étais là, un encart d'une demi-page. Rencontre avec la créatrice, Dana Whitley de Sparrowberry. Ils avaient pris la photo ici même, dans cette cuisine, la lumière du soleil jouant avec l'ambre du pot abricot basilic que je tenais nerveusement à 2 mains. La légende en dessous me citait, parfois, il faut quitter la maison pour goûter à la liberté. Nancy avait pleuré en voyant ça. Les commandes ont explosé du jour au lendemain.
Les magasins m'appelaient maintenant. Des restaurants locaux voulaient des saveurs exclusives. Une microbrasserie m'a demandé si je pouvais collaborer sur une bière à la pêche épicée. Nous pouvions à peine répondre à la demande. J'avais une équipe maintenant, un site web, des étiquettes de marque avec un vrai emballage, et j'étais à quelques semaines d'emménager dans mon propre espace de cuisine, loué, signé et payé sous le nom de Sparrow Berry LLC. Tout ce qu'on m'avait dit être impossible était en train de se réaliser. Et c'est là qu'il est apparu. J'étais en train de goûter un nouveau lot prune romarin quand j'ai entendu la porte grincer et senti le froid s'engouffrer derrière elle. Je me suis retourné. Là, debout dans l'encadrement, son chapeau à la main et sa fierté ravalée comme une pilule amère, se tenait Everett Whitley. Ses bottes laissaient de légères traces de boue sur le sol en béton alors qu'il s'avançait. Il semblait hors du temps, comme un homme têtu des années 90 parachuté dans une start-up culinaire moderne. Je ne bougeais pas, je me contentais de regarder. Il observa les tables en inox, les caisses étiquetées, les bocaux de verre munis de code-barres et d'une image de marque soignée. Il regarda mon équipe, qui s'était figée derrière moi, les yeux tournés vers l'homme au visage de tempête. Enfin, il parla. « On a besoin de toi. » Je clignai des yeux. « Pardon ?» Il se racla la gorge. « Whitley Jam, ça ne va pas fort. »« Ah bon ?» Sa mâchoire se contracta. « Ashley essaie, mais elle ne suit pas. Les commandes sont en retard. L'un des magasins nous a lâchés la semaine dernière. J'ai pensé que nous pourrions peut-être discuter. » Je lâchai un petit rire sans joie. « Discuter. Tu connais l'entreprise, dit-il, essayant de garder une voix calme. Tu as construit la moitié des systèmes. Ces nouvelles saveurs, elles sont différentes. Les gens demandent ta confiture. Même des clients que nous avons depuis des années. Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs. Comme si les mois l'avaient usé, non pas par le temps, mais par le regret. Reviens, dit-il. On a besoin de toi. Je m'avançai vers lui lentement, chaque pas résonnant sur le carrelage. Tu as besoin de moi maintenant, dis-je, m'arrêtant à quelques pas, maintenant que les chiffres sont mauvais, qu'Ashley vide les stocks et que ton héritage s'effondre. Il ouvrit la bouche, puis la referma. J'hochai la tête, plus pour moi-même que pour lui. J'avais besoin de toi aussi, Everett. J'avais besoin de toi quand tu te moquais de mes idées. Quand tu traitais mon innovation de plaisanterie, quand tu as donné mon poste et m'as dit de sourire. Un silence. Je penchai la tête. Tu n'étais pas là à ce moment-là. Et maintenant que je suis debout par mes propres moyens, avec mon nom sur quelque chose que j'ai construit, tu veux faire comme si nous étions partenaires. Son visage devint rouge, mais il ne nia pas. Je regardais autour de moi, l'éclat des bocaux, la force tranquille de mon équipe, l'odeur des fruits frais et du feu. Tu devrais partir, dis-je doucement. Il ne reste plus rien pour toi ici. Il hésita, puis hocha la tête. Everett se détourna et partit, ses bottes résonnant sur le ciment jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je suis simplement retourné vers la cuisinière, j'ai repris la cuillère de dégustation et j'ai remué. La confiture n'a pas brûlé. Moi non plus. Un an plus tard, j'étais derrière un stand en bois de cèdre au marché du samedi d'Asheville, les mains poudrées de colle à étiquette et l'odeur de prune gingembre sur la peau. Le panneau au-dessus portait ces lettres douces peintes à la main, Sparrow Berry, élaborées par Dana. Les bocaux accrochaient la lumière du matin comme des vitraux, abricot basilic, cerise hibiscus, myrtille thym, et même notre dernier né, pomme érable avec une touche de cannelle. Les clients arrivaient par vagues, des locaux, des touristes, des vieilles dames avec des sacs en toile, des papas avec des bambins sur les épaules. Une petite fille avec 2 tresses en désordre s'approcha de la table, à peine assez grande pour regarder par-dessus le bord. Sa maman lui tendit une cuillère et elle la trempa dans le petit gobelet d'échantillons de mûre lavande. Elle prit une bouchée, les yeux écarquillés. Ça a un goût de magie, chuchota-t-elle.
Je souris et m'agenouillai pour être à sa hauteur. Ça a le goût d'être reconnu, lui dis-je doucement. Comme si quelqu'un l'avait fait juste pour toi. Elle sourit. Sa mère acheta 2 pots. Mika fit un signe de la main depuis le stand voisin où il vendait du pain artisanal et sourit comme si tout cela avait toujours été prévu. Je lui répondis, le cœur comblé. Les gens faisaient la queue maintenant, et je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais construite morceau par morceau, saveur par saveur, nom par nom. Pas la fille de Whitley, pas le personnel de soutien juste d'Anna. Et finalement, cela suffisait. Et c'était la fin de mon histoire. Mais parfois, je me demande encore, quand mon père est apparu dans ma cuisine pour me demander de revenir, était-il vraiment désolé ou avait-il juste peur de perdre le contrôle? A-t-il fait ce qu'il fallait, ou était-ce tout simplement trop peu, trop tard? Dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà vu quelqu'un s'excuser uniquement lorsqu'il avait quelque chose à perdre? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour d'autres histoires de vie réelle et de partager si celle-ci a éveillé quelque chose en vous.